Les sirènes de Bagdad, livre écrit par Yasmina Kadra, livre audio dédié pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Veuillez vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime ou pas, de commenter et de nous donner votre avis sur les améliorations qu'on peut apporter, et partager avec vos amis, pour avoir plus de vidéos et aussi pour nous encourager à publier d'autres livres audio d'auteurs différents. Merci à vous et bonne écoute. Surveille ton fils, lui maugréai-je. Faut qu'il se tienne tranquille. Ta gueule, me hurla un GI surgissant je ne sais d'où, sur ma gauche, le canon de son fusil pointé sur ma tempe. Qu'est-ce que tu lui as dit, à ton pote? Je lui dis de rester. Shut your gob. Tu écrases, tu te la boucles. C'était un noir herculien, arc-bouté contre son pistolet mitrailleur, les yeux blancs de rage et les commissures de sa bouche effervescente de bave. Il était tellement énorme qu'il m'impressionnait. Ses sommations fusées comme des rafales me paralysaient. Pourquoi il braille? S'affola le ferronnier. Il va effrayer Suleiman. Bouclez-la, aboya le soldat irakien, probablement là en qualité d'interprète. Au contrôle, on ne parle pas, on ne discute pas les ordres, on ne rouspète pas, récita-t-il comme on lit un amendement. On se tait et on obéit au pied de la lettre. Compris? Mais vous, toi le conducteur, tu vas poser la main droite sur la vitre et ouvrir lentement la portière de la main gauche. Puis, tu passes les deux mains derrière la tête, tu descends doucement. Deux autres GI se manifestèrent à l'arrière de la Ford, harnachés comme des cheveux de trait, d'épaisses lunettes de sable sur le casque et le gilet pare-balles saillant. Ils s'approchaient pas à pas en nous tenant en joue. Le soldat noir gueulait à s'arracher la glotte. Dès que je mis un pied à terre, il m'arracha de la voiture et m'obligea à m'agenouiller. Je le laissai malmener sans résistance. Il recula et le fusil dirigé sur la banquette arrière. Il ordonna au ferronnier de descendre. Je vous en prie, ne criez pas. Mon fils est un malade mental. Et vous l'effrayez. Le GI noir ne comprenait pas grand-chose à ce qu'essayait de lui expliquer le ferronnier. Il semblait excédé qu'on lui parlât dans une langue qui ne lui disait rien, et cela le foutait doublement en rogne. Ses braillements m'estoquaient, déclenchant une multitude de picotements douloureux au niveau de mes articulations. Shut your gob! Tu fermes ta gueule, sinon je t'explose. Les mains sur la tête. Autour de nous, les militaires ne perdaient pas de vue. Nos plus élémentaires frémissements, impénétrables et silencieux, les uns retranchés derrière des lunettes de soleil qui leur conféraient un air terriblement redoutable, les autres échangeant des œillades codées pour maintenir la pression. J'étais sidéré par le canon des fusils qui nous cernaient. On aurait dit autant de soupiraux donnant sur l'enfer. Leur gueule me paraissait plus grande que celle d'un volcan, prête à nous ensevelir sous une déferlante de lave et de sang. J'en étais médusé, cloué au sol, la pomme d'Adam coincée en travers de la gorge. Le ferronnier descendit à son tour, les mains sur la tête, tremblait comme une feuille. Il tenta de s'adresser au soldat irakien. Une godasse lui appuyait sur le haut du mollet et le força à mettre un genou à terre. Au moment où le GI noir s'apprêta à s'occuper du troisième passager, il remarqua le sang sur la main et la chemise de Suleiman. Nom de Dieu! Il pisse son sang! S'écria-t-il en bondissant en arrière. Ce fumier est blessé. Suleiman était terrorisé. Il cherchait son père, les mains sur la tête. Vitupéré le GI en salivant. C'est un malade mental, cria le ferronnier à l'adresse du soldat irakien. Suleiman glissa sur la banquette arrière et sortit du véhicule déboussolé. Ses yeux laiteux tournoyaient dans son visage exsangu. Le GI lançait de ses ordres comme à l'assaut. Chacun de ses hurlements me rabaissait d'un cran. On n'entendait que lui. Il était à lui seul le raffut de la terre entière. Soudain, Suleiman poussa son cri perçant, incommensurable, reconnaissable entre mille rumeurs apocalyptiques. C'était un cri si étrange qu'il pétrifia le GI. Le ferronnier n'eut pas le temps de plonger sur son fils, de le tenir et de l'empêcher de partir. Suleiman fila comme une flèche, droit devant lui, si vite que les GI en restèrent pantois. Laissez-le s'éloigner, cria un sergent. Il est peut-être bourré d'explosifs. Tous les fusils étaient maintenant braqués sur le fugitif. Ne tirez pas, suppliait le ferronnier.
C'est un malade mental. Don't shoot, he's crazy. Suleiman courait, l'échine droite, les bras ballants, le corps ridiculement penché sur la gauche. Rien qu'à sa façon de courir, on voyait bien qu'il n'était pas normal. Mais en temps de guerre, le bénéfice du doute privilégiait la bavure au détriment du sang-froid. Cela s'appelle la légitime défense. Le premier coup de feu me branla de la tête aux pieds, telle la décharge d'un électrochoc. S'ensuivait le déluge, répété complètement dans les vapes. Je voyais des flopées de poussière jaillir du dos de Suleiman, situant les points d'impact. Chaque balle qui atteignait le fugitif me traversait de part et d'autre. Un fourmillement intense me dévora les mollets avant de se déverser dans son ventre, dans mon ventre. Suleiman courait à peine secoué par les balles qui lui criblaient le dos. À côté de moi, le ferronnier s'égossillait comme un forcené, le visage en larmes. « Mike !» aboyait le sergent. « Ce fumier porte un gilet pare-balles. Vise la tête !» Sur la guérite, Mike posa un œil sur la jumelle de son fusil, ajusta sa ligne de mire, retint sa respiration et appuya délicatement sur la détente. Il fit mouche du premier coup. La tête de Suleiman explosa comme un melon, freinant net sa course débridée. Le ferronnier se prit les tempes à deux mains, halluciné, la bouche ouverte, sur un cri suspendu. Il regarda le corps de son fils se décrocher au loin, pareil à une tenture, s'effondrer à la verticale, les cuisses sur les mollets, puis le buste sur les cuisses, puis la tête au lambeau sur les genoux. Silence d'outre-tombe submergea la plaine. Mon ventre se souleva dans un ressac. Une lave incandescente défonça mon gosier et gicla l'air libre par ma bouche. Le jour se voilà. Ensuite, le néant. Je revins à moi, morceau par morceau, les oreilles sifflotantes. J'avais la figure aplatie au sol, dans une flaque de vomissure. Mon corps ne réagissait plus. J'étais recroquevillé à côté de la roue, avant de la Ford, les mains ligotées dans le dos. J'eus juste le temps de voir le ferronnier agiter le livret médical de son fils, sous le nez du soldat irakien qui paraissait embarrassé. Les autres militaires le regardaient en silence, fusil au repos, puis de nouveau se retombaient dans les pommes. Lorsque je récupérais une partie de mes facultés, le soleil avait atteint son zénith. Une chaleur caniculaire faisait bourdonner la rocaille. On m'avait retiré le garrot en plastique avec lequel on m'avait mis le temps et on m'avait installé à l'ombre de la guérite, à l'endroit où je l'avais rangé. La Ford rappelait une volaille ébouriffée, les quatre portières au vent, le couvercle du coffre hissé haut, une roue de secours ainsi, et un outil large disparate s'amoncelait sur le côté. Les fouilles n'avaient rien donné, aucune arme à feu, ni un bout de coutelas, pas même une boîte à pharmacie. L'ambulance attendait à hauteur de la guérite, frappée d'un croissant rouge sur le flanc, les portières ouvertes sur une civière qu'encombrait la dépouille de Suleiman. Ce dernier était recouvert d'un drap d'où émergeaient deux pieds misérables. Celui de droite avait perdu sa chaussure et brandissait des orteils tailladés, bigarrés de sang et de poussière. Un gradé de la police irakienne s'entretenait avec les ferronniers un peu à l'écart, tandis qu'un officier américain, arrivé à bord d'un jeep, écoutait le rapport du sergent. Apparemment, tout le monde se rendait compte de la méprise, sans pour autant en faire un plat. Les incidents de ce genre étaient monnaie courante en Irak. Dans la confusion générale, chacun tirait la couverture à lui. L'erreur est humaine et la fatalité à bon dos. Le GI noir me tendit sa gourde. J'ignorais si c'était pour boire ou pour me débarbouiller. D'une main fiévreuse, je repoussai son offre. Il avait beau s'évertuer à avoir l'air désolé, sa volte-face semblait incompatible avec son tempérament. Une brute reste une brute. Même avec le sourire, c'est dans le regard que l'âme décline sa vraie nature. Deux infirmiers arabes vinrent me réconforter. Ils s'accroupirent à mes côtés et me tapotèrent les épaules. Leurs mains résonnaient à travers mon être comme des coups de massue. J'avais envie qu'on me fiche la paix. Chaque témoignage de sympathie me ramenait aux sources de mon traumatisme. De temps à autre,
Un sanglot me rattrapait. Je remuais le ciel et terre pour le retenir. J'étais déchiré entre le besoin de conjurer mes démons et celui de les couver. Une lassitude incroyable s'était emparée de moi. Je n'entendais que mon souffle en train de me vider pendant que, dans mes tempes, le battement de mon sang cadençait l'écho des détonations. Le ferronnier voulut récupérer son mort. Le chef de la police expliqua qu'il y avait une procédure administrative à respecter. S'agissant d'un triste accident, un tas de formalités s'imposaient. Le corps de Suleiman devait être déposé à la morgue. Il ne serait rendu au sien qu'une fois l'enquête sur la bavure bouclée. Une voiture de police nous ramena au village. Je ne saisissais pas tout à fait ce qui se passait. J'étais dans une autre bulle effervescente, tantôt suspendu dans le vide, tantôt m'effilochant comme une volute de fumée. Je me rappelais juste l'insoutenable cri de la mère lorsque le ferronnier rentra chez lui. Immédiatement, la foule était là, hagarde, incrédule. Les vieux se tapaient dans les mains catastrophés. Les jeunes étaient outrés. J'arrivais chez moi dans un état lamentable. Dès que j'eus franchi le seuil du patio, mon père, qui somnolait au pied de son arbre indéfinissable, accusa un soubresaut. Il avait compris qu'un malheur était arrivé. Ma mère n'eut pas le courage de me demander de quoi il retournait. Elle se contentait de porter les mains sur ses joues. Mes autres sœurs accoururent, la marmaille dans les jupons. Dehors, les premiers gémissements se mirent à fuser çà et là, funestes, chargés de colère et de drame. Ma jumelle Baya me soutint par le bras et m'aida à regagner ma chambre sur les toits. Elle m'allongea sur mon grabat, m'apporta une bassine d'eau, me débarrassa de mes chemises souillées de vomissements et entreprit de me laver au-dessus de la ceinture. Entre-temps, la nouvelle se répandit dans le village. Toute ma famille se dépêcha d'aller consoler celle du ferronnier. Baya attendit de me mettre au lit avant de s'éclipser à son tour. Je m'assoupis. Le lendemain, Baya revint m'ouvrir mes fenêtres et me remettre des vêtements propres. Elle me raconta qu'un colonel américain, accompagné d'autorités militaires irakiennes, était venu la veille présenter ses condoléances aux parents endeuillés. Le doyen l'avait reçu chez lui, mais dans la cour pour lui signifier qu'il n'était pas le bienvenu. Il ne croyait pas à la version de l'accident, n'admettait pas non plus que l'on puisse tirer sur un simple d'esprit, c'est-à-dire sur un être pur et innocent, plus proche du Seigneur que les saints. Les équipes de télévision souhaitèrent couvrir l'événement, proposèrent de consacrer un reportage au ferronnier afin de l'entendre s'exprimer sur cette affaire. Là encore, le doyen se montra ferme. Il refusa catégoriquement que des étrangers troublent le deuil de son village.